retour sur le plateau de Rabat. Bienvenue à tous tout de suite, les titres. D'abord, le sommet international sur le climat One Planet Summit s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Son objectif, traduire en actions concrètes les engagements pris en 2015 à Paris. Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, a pris part cet après-midi aux travaux du sommet. En Côte d'Ivoire, le premier acte fort de la loi de programmation militaire lancée en 2016 est posé. Le gouvernement ivoirien entame ainsi un dégraissage de son armée, professionnaliser, rajeunir et réduire les effectifs. C'est l'objectif de l'exécutif. Et en Tanzanie, plus de 310 000 réfugiés vivent aux côtés des communautés d'accueil dans des zones très peuplées. L'environnement y est soumis à une pression croissante. De nouvelles initiatives voient le jour pour pallier à ces conséquences. Les regards du monde sont braqués ce mardi sur la France. Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay Hassan, a pris part aujourd'hui après-midi aux travaux du sommet international sur le climat One Planet Summit. Le souverain est arrivé à l'île de Seguin, site du sommet, en compagnie du président français Emmanuel Macron et des chefs d'État et de délégations participants. Le souverain et le président français ont été accueillis au lieu du sommet par le président du Conseil général de la scène musicale et plusieurs autres personnalités. Et le président français Emmanuel Macron a accueilli ce mardi plus de 160 chefs d'État, de gouvernement et de délégations ainsi que des personnalités participant au sommet sur le climat. Le roi Mohammed VI et d'autres invités de marque sont arrivés à l'île de Seguin à bord du Péniche en compagnie du président français. La participation du roi Mohammed VI au One Planet Summit et son leadership pour le développement durable du continent africain ont été hautement salués à l'ouverture de cet événement planétaire. Le roi Mohammed VI démontre combien la question du climat est universelle et concerne tous les pays du Sud et du Nord. Et la présence du prince héritier Moulay Hassan a également été soulignée comme étant un symbole fort de l'implication de la jeunesse pour la cause climatique. Le sommet international sur le climat est organisé à l'initiative du président français Emmanuel Macron, conjointement avec l'ONU et le groupe de la Banque mondiale. Son objectif, traduire en actions concrètes les engagements pris en 2015 à Paris. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les discours du président français, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Le monde est en train de perdre la bataille contre le dérèglement climatique. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron. Récit de Salma Saïdi. 3 semaines après la COP23 de Bonn, les regards se tournent vers le secteur privé pour ce sommet consacré à la finance verte. Et comme il s'agit d'être exemplaire en matière d'émissions de carbone, la France a soigné dans les moindres détails le transport des chefs d'État présents. Le roi Mohammed VI, en compagnie du président Emmanuel Macron, des chefs d'État et des délégations participantes, sont arrivés au site du sommet sur des bateaux-mouches non polluants. Devant des dizaines de dirigeants mondiaux réunis, Emmanuel Macron avertit la communauté internationale. On est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Si on continue sur notre lancée, on est, là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Le président français avait décidé d'organiser ce sommet après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique contre le réchauffement et qui vise à contenir la hausse moyenne de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius. Sur la base des engagements pris par les États, la planète se dirige toujours vers plus 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La tarification du carbone concerne déjà les activités qui représentent 13% du PIB mondial. Alors que nous cherchons à faire preuve d'une ambition plus grande encore dans le cadre de l'accord de Paris, j'invite instamment tous les gouvernements et toutes les parties prenantes à aller encore plus loin. Le train du climat n'attend pas. Embarquement immédiat. Il n'y a pas de plan B. Je vous remercie. Les pays du Nord ont promis de porter à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 leur financement climat aux pays du Sud, qui réclament des assurances sur cette promesse, en particulier pour pouvoir s'adapter aux impacts des dérèglements.
On part en Algérie à présent. Les étudiants de l'université de Batna et des militants associatifs sont descendus dans la rue. Une marche en faveur du Tamazirt organisée par ces étudiants. Cette manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre ce matin. Plusieurs centaines d'étudiants, au moins 500 selon les organisateurs, se sont rassemblés devant l'université de Batna pour se diriger ensuite vers le centre-ville. Mais ils ont été empêchés d'avancer par la police. À Bjaïa aussi, ils étaient des milliers à répondre à l'appel du collectif des étudiants de l'université Abderrahmane Mira pour revendiquer, je cite, une loi organique pour la mise en œuvre de la reconnaissance du tamazirt comme langue nationale et officielle. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a déclaré un état d'urgence de 3 mois, un état d'urgence, alors que la région des lacs a été le théâtre d'un conflit sanglant. La mesure s'applique au lac de l'Ouest, à Gok, et au lac de l'Est. Selon des députés de la région, plus de 170 personnes ont été tuées dans les affrontements interclaniques qui ont éclaté la semaine dernière autour d'un conflit foncier. En Côte d'Ivoire, le premier acte fort de la loi de programmation militaire lancée en 2016 est enfin posé. Le gouvernement ivoirien entame ainsi un dégraissage de son armée, professionnaliser, rajeunir, mais aussi réduire les effectifs. C'est l'objectif de l'exécutif ivoirien. À Abidjan, ce reportage est signé Fama John et Romal Dago. Près d'un millier de militaires ivoiriens ont profité d'un plan de départ volontaire de l'armée. Ces retraites par anticipation font partie d'un vaste plan de restructuration des forces armées ivoiriennes, une volonté de l'armée de remettre de l'ordre dans la chaîne de commandement. Ça va permettre, de réduire les effectifs, d'enlever dans l'armée certains éléments moins compétitifs, et puis dans une certaine mesure de voir dans quelques années comment on pourrait le remplacer par des recrutements avec des soldats plus jeunes, plus valeureux et surtout plus disciplinés. La mise en œuvre de ce plan a été accélérée par les mutineries survenues en début d'année. C'est en tout cas la conviction de ces spécialistes et historiens des questions militaires qui proposent que ces soldats soient réintégrés dans certains projets de développement. Il y a des gens qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ça fait une main-d'œuvre du fait qu'ils ont appartenu à l'armée, etc. Donc garder quand même un minimum de surveillance pour ne pas que certains soient exploités par des groupes terroristes, etc. Et puis faciliter leur intégration professionnelle en leur donnant un minimum de formation en termes de gestion de projets, etc. Chaque candidat au départ volontaire bénéficiera de la somme de 15 millions de francs CFA, soit près de 23 000 €. Et déjà, 991 militaires ont déjà quitté l'armée et 4 000 autres départs sont attendus d'ici 2020. En République démocratique du Congo, la mission de l'ONU a rendu hommage hier à Beni, dans la province du Nord Kivu, aux casques bleus tanzaniens tués jeudi dernier dans l'attaque perpétrée contre la base de la MONUSCO. Et c'était à Semuliki. Lors de cette cérémonie, le représentant spécial adjoint du secrétaire général en RDC a encouragé les militaires, policiers et civils de la mission à poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre le mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. Il a réaffirmé toute la détermination de la mission à restaurer la paix dans le territoire de Beni. En Tanzanie, plus de 310 000 réfugiés vivent aux côtés des communautés d'accueil dans des zones très peuplées. L'environnement y est soumis à une pression croissante. Les conséquences pourraient être dramatiques à long terme. De nouvelles initiatives voient le jour pour pallier à ces conséquences. Souhabou Taha nous en dit plus. Pour survivre, les habitants défrichent les terres pour l'agriculture, abattent les arbres pour le bois de chauffage et rendent ces ressources de plus en plus limitées. Les résultats pourraient à long terme avoir un impact dramatique sur ce pays d'Afrique de l'Est. Reboiser, encourager les pépinières et utiliser des pratiques durables au profit des réfugiés et des communautés avoisinantes, c'est le projet qui a été lancé dans certaines parties de la Tanzanie. Des millions d'arbres ont été abattus à des fins de construction et d'énergie pour cuisiner. Cette pépinière héberge 2 types d'espèces, des essences locales et des arbres destinés à produire du bois de chauffage. Environ 14 pépinières ont été créées à l'intérieur et autour des camps de réfugiés, destinées à aider à la mise en œuvre le plus tôt possible de programmes durables. Les réfugiés reçoivent également une formation sur les techniques de semis.
Au total, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires prévoient de planter 2 millions d'arbres dans plusieurs camps de réfugiés. Les graines sont fournies par les concessionnaires locaux. Pour le moment, les réfugiés dépendent encore fortement du bois comme combustible, ce qui crée des tensions avec les communautés locales. La collecte de bois de chauffage est un problème et lorsque nous cuisinons avec à l'intérieur de la maison, il y a des risques que cela brûle la maison. Certains optent pour le gaz de pétrole liquéfié, une source de carburant de substitution actuellement testée par le HCR. Chaque semaine, plus de 3000 foyers reçoivent une cartouche de gaz de 6 kg, une alternative plus sûre, plus saine et plus durable comparée au bois de chauffage. Il réduit la déforestation et améliore la qualité de l'air dans les abris. Dans le reste de l'actualité, la tension au Proche-Orient. 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'était dans une frappe menée par Israël, selon les autorités palestiniennes. L'armée israélienne a immédiatement réagi. Elle affirme n'avoir pas mené d'attaque dans le nord de Gaza, Souha Boutaha. Escalade des tensions entre Gaza et Israël. L'armée israélienne a mené aujourd'hui de nouvelles frappes et bombardements contre la bande de Gaza après des tirs de roquettes en provenance de l'enclave palestinienne. 2 Palestiniens auraient été tués lors d'une frappe aérienne menée par l'armée d'occupation, une affirmation démentie par Tel Aviv. Après la mort le 30 octobre de 12 Palestiniens dans la destruction par Israël d'un tunnel débouchant sur son territoire, les affrontements dans la bande de Gaza se sont intensifiés et l'annonce de Donald Trump a attisé la colère des Palestiniens. Pour rappel, 4 Palestiniens avaient été tués dans la bande de Gaza au lendemain de la déclaration du président américain le 6 décembre. Des tensions qui mettent à l'épreuve le fragile cessez-le-feu observé depuis la guerre de 2014 par Israël et le Hamas qui gouvernent la bande de Gaza. Les dirigeants turcs Recep Tayyip Erdogan et israéliens Benyamin Netanyahou ont échangé dimanche des accusations de terrorisme lors d'une brusque escalade verbale entre leurs pays autour du statut d'Al-Quds. Le président turc, qui a plusieurs fois qualifié la ville sainte de ligne rouge pour les musulmans, a souligné que la décision américaine était nulle et non avenue pour Ankara. « Nous allons lutter jusqu'au bout par tous les moyens contre cette décision », indique le président turc à la veille du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui devrait se tenir demain à Istanbul. Direction Ankara, en Turquie, justement, les présidents turcs et russes se sont rencontrés hier. Ils ont tenu une conférence de presse conjointe et dénoncé la reconnaissance par les États-Unis d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Les 2 chefs d'État ont mis en garde contre les tensions au Moyen-Orient. La Russie et la Turquie croient que cette décision n'aide pas à stabiliser la situation au Moyen-Orient, mais bien au contraire déstabilise une situation déjà compliquée. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Depuis la décision américaine le 6 décembre, Recep Tayyip Erdogan a lui multiplié les critiques contre Donald Trump. Aux États-Unis, il a été inculpé de terrorisme et d'y avoir agi au nom de Daesh. Je vous parle du Bangladesh soupçonné d'être l'auteur de l'attaque d'hier dans la gare routière de Manhattan à New York. Akayedullah, 27 ans, est résident aux États-Unis depuis 2011. La bombe qu'il a mise à feu dans cette grande gare proche de Times Square a fait 3 blessés légers. Blessé lui aussi, il a été hospitalisé. En Autriche, à présent, une explosion survenue ce matin dans un important terminal gazier a fait 1 mort et 18 blessés. L'incident fait craindre des perturbations des approvisionnements vers l'Italie et la Croatie et contribue aussi à doper les prix des hydrocarbures. Le gouvernement italien a déclaré l'état d'urgence sur le gaz. C'est à la suite de cette explosion. Il a assuré qu'il compenserait la baisse des importations en puisant dans les stocks nationaux, rappelant qu'il s'agit de l'un des principaux centres de distribution en Europe centrale pour le gaz arrivant de Russie et de Norvège. En Iran, à présent, la terre a fortement tremblé. Selon les autorités, 18 personnes ont été blessées. Le séisme a aussi occasionné quelques dégâts matériels. La secousse d'une magnitude de 6,2 a été ressentie à 8h43 GMT exactement dans la province de Kerman, déjà frappée le 1er décembre par un séisme. L'épicentre a été localisé à Ejdag, à une 50aine de kilomètres au nord de Kerman, capitale provinciale à environ 800 km au sud-est de Téhéran.
C'est à Abuja, la capitale du Nigeria, qui accueillera les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et ça sera le 16 décembre, à 5 jours du sommet de la CEDEAO. On se penche aujourd'hui sur la demande d'adhésion du Maroc à ce groupement régional. Les détails avec Anissa Haraou. Le Maroc a tenu à rappeler que son adhésion à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se fera de manière progressive et graduelle. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à Rabat la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Bousseta. Pour elle, la première phase politique de l'intégration du Maroc à la CEDEAO a été retenue pour la concrétisation de cette décision, après l'accord de principe des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO pour l'adhésion du Royaume. Reste désormais la phase juridique du processus d'intégration. Enfin, pour ce qui est de la phase technique, elle porte sur le lancement des négociations sectorielles entre le Maroc et l'organisation dans le cadre d'une vision gagnant-gagnant. Les différents responsables marocains ont à plusieurs reprises insisté sur la volonté du Maroc d'intégrer cet espace qui demeure une décision stratégique à forte dimension politique et économique en adéquation avec la vision royale. Au sein de la CEDEAO, premier partenaire économique et commercial du Maroc parmi les régions africaines, l'adhésion du Royaume entraînera une meilleure intégration des tissus industriels de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe à travers les investissements directs étrangers et les délocalisations industrielles. Prendre conscience des enjeux financiers et améliorer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la 4e édition des Journées du banquier qui s'est ouverte hier à Abidjan. Plusieurs acteurs du secteur bancaire et financier ont pris part à cette rencontre. C'est aussi une plateforme de réflexion et d'échange sur les outils d'une éducation financière. Sandrine Bamba et Herman Dago. La Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020, compte à ce jour 16% de sa population exclue du système bancaire formel. La journée du banquier vient donc à point nommé afin de promouvoir une culture bancaire pour mieux lutter contre la pauvreté. Avec l'éducation et l'inclusion, vous avez deux éléments qui s'imbriquent et qui vont permettre à la population d'être au fait de la production des services et produits financiers que nous réalisons à leur intention. La culture bancaire doit profiter à tous sans exclusion d'âge, de sexe et encore de revenus. Tel est l'un des défis majeurs de cette 4e édition des Journées du banquier qui a enregistré un fort taux de participation. C'est déjà à cet âge que l'enfant doit apprendre les premières notions de budget. Il doit apprendre également ce que c'est que l'épargne. Il faut qu'il apprenne déjà à connaître ce que c'est que la banque. D'où notre volonté déjà de développer l'initiation bancaire au bénéfice des enfants, qu'ils aient la culture financière. Du côté de la banque, nous connaissons un peu les structures qui agissent dans le système bancaire ivoirien. Mais nous n'avons pas perçu cet aspect d'éduquer financièrement les jeunes. Donc nous croyons que c'est une très belle initiative et nous sommes contents d'être là aujourd'hui. Un conservatoire d'éducation financière sera créé à l'issue de ces journées qui vont durer 48 heures. L'annonce a été faite par le ministère en charge de l'économie. Voilà pour ce journal, le JT Éco, c'est dans un instant. À tout de suite.